Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, la région d'Itas est la 4e endroit que le candidat numéro 3, Anjradzuel, a visité à l'occasion de la campagne électorale. Comme lors de ses précédentes visites, la foule a été au rendez-vous. Rien d'étonnant à cela, car de nombreuses infrastructures y ont été construites ces 4 dernières années, notamment les marchés Manarapench, les nouveaux locaux de la direction régionale de la sécurité publique et bien d'autres. Les détails avec Judigal Rangenirin et Andra Zanjabe. Ces 4 dernières années, la région d'Itas a connu le développement grâce au gouvernement. Plusieurs infrastructures y ont été réalisées, notamment le CSB, les nouveaux locaux de la Direction régionale de la sécurité publique, le marché Manarapench et l'université qui sera achevée d'ici la fin de l'année. Toute la population a été impactée par la mise en place de ces nouvelles infrastructures. La population d'Analavour a également bénéficié des différentes aides sociales, notamment les Tuskiafamenu et autres Vatstins. Les agriculteurs ont également reçu des semences et des engrais pour leur culture. Mais surtout, la grande majorité a obtenu leur titre de propriété grâce à l'opération Karatan Faoubé. Sans oublier la réhabilitation de la route menant au geyser, grâce à laquelle le nombre de touristes dans la région a augmenté. Selon le candidat numéro 3, Anjradzuel, ce n'est que le commencement. La commune d'Analavour, voire même la région d'Itas, prospérera encore plus si la population vote pour lui. Les agriculteurs verront leur production se transformer grâce à la construction d'une usine. Cela favorisera également la création d'emplois. Pour ce jour, la population a été au rendez-vous en guise de remerciement pour les développements apportés par le candidat numéro 3 et pour annoncer qu'elle votera pour le candidat Anjradzuel le 16 novembre prochain. Après Analavoir, le candidat numéro 3 s'est rendu à Souavenandjin. Là encore, la population et Anjradzuel ont fait un pacte que Madagascar se développera et que la population de Souavenandjin ne sera pas oubliée. Toujours un reportage de Judicaël Rangenirin sur les images de Andra Zanjabe. L'amour des habitants d'Itas pour le candidat Anjradzuel s'est accru, comme en témoigne leur venue en masse pour l'accueillir à Souavenandjin aujourd'hui. Souavenandjin ne change pas de couleur et reste fidèle à l'orange. En effet, en 2018, Anjradzuel l'a déjà remporté face aux autres candidats et d'après ce qu'on a vu ce jour, les électeurs sont prêts à voter pour lui lors de la présidentielle. Face aux actions de ceux qui veulent empêcher les élections, Anjradzuel a appelé ses partisans à ne pas se laisser manipuler et à protéger leur choix. Tout le monde reconnaît les réalisations du candidat Anjradzuel, non seulement pour Souavenandjin, mais pour tout l'Itas. La population l'apprécie et se dit prête à renouveler son choix. Ensemble, nous changerons l'histoire, a martelé le candidat numéro 3 Anjradzuel à Souavenandjin. Désormais, en plus des infrastructures pour réaliser le développement, il se concentrera davantage sur la population. Et lui-même développera Madagascar aux côtés du peuple, a-t-il souligné. Et puis la population de la commune d'Amboudjachim souhaite que le développement se poursuive. C'est pour cette raison qu'elle soutiendra le candidat numéro 3 lors de la présidentielle. Selon eux, Anjradzuel sera élu dès le premier tour. Fanjesena Yves Janel. Les habitants de la commune d'Amboudjachim constatent le développement apporté par le candidat numéro 3 Anjradzuel. Ils souhaitent que cela se poursuive. Que ce soit dans le domaine de l'éducation que celui du sport, les habitants d'Amboudjachim ont constaté qu'ils n'ont pas été oubliés. Les jeunes s'attendent même à trouver de l'emploi une fois le candidat numéro 3 réélu. Le TGV a effectué une campagne pour le candidat numéro 3 ce jour dans la ville d'Amboudjachim. Selon les cris de la population venue nombreuse, Anjradzuel sera élu au premier tour.
Le TGV a également incité les gens à récupérer leur carte électorale auprès des Fukutani et de cocher sur la case numéro 3 sur le bulletin unique lors de l'élection. L'EIFI et l'UEM de Muramang ont démontré leur force afin de soutenir le candidat numéro 3, Anjarazuelen. Ils sont persuadés que les visions de ce candidat mènent vers le développement de Madagascar. Tanznaranji, notre correspondant de Muramang. L'IFI à Muramang a choisi de faire élire le candidat numéro 3 Anjarazuelen ce 16 novembre. En effet, toutes les réalisations effectuées ces dernières années ont persuadé les membres de cette association que les visions de Anjarazuelen mènent vers le développement du pays. Il n'a pas non plus oublié la population à travers les actions sociales, toujours selon cette association. L'UEM, ou Union pour l'émergence de Madagascar, se dit également convaincue par le candidat numéro 3. Les travaux effectués devront se poursuivre, a-t-elle souligné. De plus, la vision de Anjarazuelen coïncide avec celle de l'association. Ces associations ont effectué une campagne électorale pour soutenir le candidat numéro 3 le week-end dernier à Muramang. Et puis la mise en place d'une transition, comme le voudrait le collectif des candidats, n'est pas nécessaire, a déclaré ce jour le président de l'émergence de Madagascar, Uldon Narabone. Les candidats doivent se concentrer sur le développement de Madagascar, a-t-il rajouté. D'ailleurs, il y a déjà eu un candidat qui a quitté le collectif et a commencé à faire campagne, ce qui signifie que nous entrons pleinement dans la période électorale. Détails sur les images de Anzar Radzonaravelu. L'objectif du collectif des candidats est d'amener le pays vers une transition, a déclaré aujourd'hui le président de l'émergence de Madagascar, Uldon Narabone. Selon lui, c'est la raison pour laquelle ces candidats descendent dans les rues et incitent au trouble. Cependant, il faut se concentrer sur le développement de Madagascar, et puisque ces candidats se sont présentés à la présidence, ils devraient avoir une vision sérieuse et la mettre en œuvre, a-t-il souligné. Pas besoin de rentrer encore dans une situation de concertation, de table ronde, qui va aboutir à une transition. Je pense que ce n'est plus le moment, ce n'est pas le contexte. Nous devons avancer vers les élections et que le peuple puisse choisir celui qui mérite de diriger et de le diriger. Il n'y a également aucune raison de se concerter en vue d'un accord politique, a-t-il rajouté. Voulez-vous qu'on parle de dialogue alors que dès le départ, les conditions préalables, c'est qu'il demande, donc l'opposition, à ce que le président ne puisse pas se présenter. Mettons-nous à la place du président. Comment voulez-vous qu'il accepte ça? On nous demande de discuter sur le fait qu'il ne peut pas se présenter. C'est inacceptable. Et si le président ne peut pas se présenter, ce n'est pas lui tout seul. C'est tous ces militants qu'il a pu qui ne vont pas accepter. C'est inacceptable. Donc nous irons droit au but vers le chaos. L'élection à la date fixée par la CENI est la seule solution au problème, selon toujours les explications de Uldon Narabone. Les candidats peuvent d'ailleurs surveiller les bureaux de vote et les résultats des élections s'ils suspectent des fraudes, a-t-il conclu. Dans les actualités également, 90% des travaux pour l'installation de l'infrastructure d'extraction d'eau à Lalanindju, district de Lalangin, région de Matiachambuni, sont achevés. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a visité cette infrastructure et a chargé l'entreprise de construction d'accélérer les travaux afin qu'ils puissent être achevés avant la fin de cette année. Ce projet est autofinancé par le gouvernement. Le point avec Miarvoulet Sfiran. Les hauts lieux et les alentours des collines de Fianarantsoa ont en général un problème d'approvisionnement en eau. Pour les habitants d'Apaskamban, Lalanindju, district de Lalangin, cela soulagera les difficultés des habitants, notamment des femmes qui doivent faire des kilomètres de marche loin pour aller chercher de l'eau. L'année 2021 a marqué le début de la construction de cet ouvrage d'exploitation d'eau de la rivière Matiach pour résoudre le problème du manque d'eau à Fianarantsoa, cette ville qui a encore besoin d'environ 650 000 m3. La réalisation de cette grande infrastructure permettra donc d'approvisionner en eau potable environ 200 000 personnes. Selon les constatations, les travaux sont achevés à environ 90%. Lors de sa visite sur place, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a donné les instructions pour accélérer les travaux afin qu'ils soient terminés d'ici la fin de l'année.
Après la visite des infrastructures, le ministre a rencontré les techniciens de la Jirama de Fianarantsoa et les techniciens régionaux de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène de Mathiachambun pour constater la situation de l'approvisionnement en eau de Fianarantsoa et établir des stratégies de préparation à la saison sèche. Et parlons à présent de météo. Les conditions météorologiques resteront favorables aux averses orageuses, notamment sur les hautes terres, dans le nord-ouest, le sud-est et dans la partie est de la Grande Île pour ce mardi, mercredi et jeudi, selon les prévisions du service de la météorologie. Oubnien Rassamana. Des averses orageuses sont prévues sur les hautes terres, le nord-ouest, le long de la côte sud-est ce mardi, demain mercredi et jeudi selon le service météorologique. Les nuages façonneront le temps dans la partie sud-est ainsi que dans les régions Bouéni, Melek, Bitbouk et Sofia. Par contre, selon les prévisions, cette situation est due à la présence d'un front nuageux passant dans le sud de l'île et d'un vent chaud venant du nord. Concernant les températures, une conséquente hausse des valeurs maximales sera attendue sur la partie intérieure du Ménabé et d'Atimoadjefen, atteignant les 39 degrés Celsius dans l'après-midi, notamment à partir de vendredi, selon toujours Météo Madagascar. Une température moyenne de 12 à 27 degrés Celsius prévaudra dans la matinée et de 27 à 39 degrés Celsius dans l'après-midi. Ailleurs, aucune variation significative ne sera à signaler. Et en sport, la construction du stade Manara Pinch dans la commune d'Andourafout sera achevée dans 2 mois. Ce stade, qui sera géré par le club CFFA et la commune, est une promesse du président Andradouil lorsqu'il était encore au pouvoir, en raison des bonnes performances des footballeurs de cette commune. Anzarazanarvel ou Brassamanan. Le fait de ne pas avoir un terrain où il pourrait s'entraîner en toute liberté figure parmi les problèmes qui empêchent le club CFFA Andoranfoot de s'améliorer et d'acquérir de l'expérience, selon les joueurs de ce club auprès du président Andradouil. Ce dernier a immédiatement répondu à leur demande et la construction d'un terrain situé à proximité du palais d'État d'Iavlou est actuellement en cours. Il est important pour les joueurs de disposer d'une telle installation pour qu'ils puissent s'améliorer afin d'obtenir de bons résultats, notamment lors des compétitions internationales, selon Lalaine et Dadafar, tous deux joueurs du club CFFA et également joueurs de l'équipe nationale Barea de Madagascar. Le tapis sur ce terrain synthétique sera installé au plus tard dans 2 mois, selon le technicien chargé des travaux. Ce sera un grand stade pouvant accueillir de grandes compétitions de football, mais qui pourra également être utilisé par les élèves pour leurs cours de PS, selon le maire d'Andoranfoot. Toutes les promesses faites par le président Andradouil à la population d'Andoranfoot ont été tenues, car outre ce stade, de nombreuses autres infrastructures, comme le PP Manara Pinch et bien d'autres, ont également été réalisées. Kuluna Rasafinjanev ou Rakoul est actuellement dans nos murs après avoir joué dans un club algérien. D'après ses déclarations, son contrat avec ce club est terminé et il va prochainement signer un contrat avec un club en France. Néanmoins, il n'a pas voulu mentionner les détails sur ce nouveau contrat. En attendant, il est en train de préparer les documents nécessaires, a-t-il rajouté. On poursuit avec les actualités internationales. L'offensive israélienne terrestre s'intensifie sur la bande de Gaza. Ces bombardements auraient déjà fait plus de 5000 morts selon le Hamas. Parmi les victimes, 6 employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés. France 24. Jamais depuis le 7 octobre, Gaza n'avait connu un tel déluge de feu et d'acier. Ces dernières 24 heures, l'armée israélienne affirme avoir frappé plus de 320 cibles militaires, des tunnels, des centres de commandement du Hamas. En moyenne, une frappe toutes les 5 minutes. Le Hamas parle, lui, de 5087 morts, plus de 2000 enfants tués depuis le début des opérations militaires israéliennes à Gaza. Il n'y a plus d'avenir à Gaza. Gaza est détruite, elle est détruite. En 17 jours d'opération, il y a eu plusieurs milliers de bombardements sur Gaza. Des quartiers entiers ont été réduits en poussière. La carte des destructions causées par l'armée israélienne est éloquente. Celle-ci montre l'ensemble des impacts de frappes répertoriés pendant les 10 premiers jours de l'opération. Elle concerne surtout le nord de Gaza. Et depuis, les bombardements se sont intensifiés.
Le Hamas se déplace, ils font des opérations, ils changent leur organisation. Il y a les terroristes eux-mêmes qui sont des cibles et qui se déplacent sans cesse. C'est pourquoi les bombardements s'intensifient. La liste des responsables du mouvement islamiste tués par Israël ne cesse de s'allonger. Parmi eux, Ayman Nofal, l'un des chefs de la branche militaire de l'organisation. Le but, affiché par Israël, est d'éradiquer le Hamas. Ces bombardements peuvent-ils suffire à l'atteindre? Si on veut vraiment éradiquer le Hamas et le vaincre, il faut une opération terrestre. Par les airs, ça ne suffira pas. Ils se cachent dans leurs tunnels et dans des cachettes sous les hôpitaux. À moins qu'Israël ne change ses objectifs stratégiques, une opération terrestre semble donc inéluctable. Une phase encore plus coûteuse en vie humaine, palestinienne et israélienne. Voilà pour... Emmanuel Macron se rend en Israël pour rappeler la position de la France concernant le conflit israélo-palestinien. Il rencontre notamment des familles de victimes des attaques du Hamas du 7 octobre et des familles d'otages. Cet événement se déroule alors que dans le même temps, le Hamas a libéré 2 otages israéliennes. France 24. Alors, le président français rencontre d'abord les familles des victimes françaises du Hamas. On le sait, une trentaine de ressortissants français ont été tués lors des attaques du 7 octobre dernier et au moins 7 sont portés et disparus. Il va ensuite multiplier les entretiens. Il rencontre d'abord le président israélien Isaac Herzog. Il va ensuite rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou et ensuite les 2 responsables de l'opposition, Yair Lapid et Benny Gantz, qui a accepté de faire partie du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou. Et pour l'instant, le flou demeure concernant une possible rencontre avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Il n'y a toujours aucune confirmation officielle de l'Élysée sur ce point. Idem pour un possible déplacement dans un pays de la région. L'Élysée a indiqué qu'Emmanuel Macron est ici d'abord et avant tout pour rappeler la solidarité de la France avec Israël, avec le peuple israélien après les attaques du 7 octobre dernier. Plus de 2 semaines après ces attaques, il prend donc la suite de nombreux dirigeants occidentaux qui ont déjà fait le déplacement ici. Et puis, indique l'Élysée, il va aussi appeler à la désescalade et à une trêve humanitaire pour pouvoir porter secours aux civils palestiniens dans la bande de Gaza. C'est une position qui est évidemment conforme à la position des partenaires européens de la France. Et puis Emmanuel Macron devrait aussi rappeler la position de la France concernant le conflit israélo-palestinien, autrement dit une solution à 2 États. Une libération d'ailleurs largement mise en scène par le Hamas. On a pu voir cette vidéo quelque peu surréaliste de 2 membres du Hamas qui ont donné du thé, des biscuits à ces deux femmes âgées israéliennes avant de leur tenir la main pour les emmener auprès des émissaires de la Croix-Rouge internationale. Il s'agit donc de 2 Israéliennes de 79 et 85 ans qui sont originaires du kibbutz Nir Oz, un de ces kibbutzim qui a été attaqué le 7 octobre dernier. Et puis il faut rappeler à quel point cette question des otages et de leur sort est dans tous les esprits ici en Israël. Les familles de ces otages ont rencontré à de nombreuses reprises les principaux responsables israéliens, notamment le président israélien lui-même. Et puis il y a aussi de nombreux étrangers parmi ces otages et en particulier français, on l'a déjà dit. Et au Tchad, la situation est alarmante pour les 423 000 réfugiés soudanais depuis le début de la guerre en avril dernier. Les ONG et l'ONU manquent de fonds pour faire face à cette crise migratoire. Le Tchad est le premier pays d'accueil des Soudanais. France 24. Des adultes éprouvés par la guerre, des enfants sous-nourris. Médecins sans frontières traitent les réfugiés du camp d'Adré. Il est venu avec la température de 39, puis on a fait l'examen, le palus c'était positif. Pour le moment, on est à 300 consultations par jour et voilà, on est toujours dans le besoin de staff médical pour assurer des consultations correctes pour ce grand nombre de personnes. Le camp voisin héberge environ 150 000 Soudanais. La petite clinique bâtie en urgence au début du conflit ne suffit pas.
MSF a décidé de l'agrandir, mais comme pour les autres ONG, les moyens sont insuffisants. La crise qui se passe actuellement est une crise qui passe complètement sous les radars. On n'entend pas parler quand on est en Europe ou en Occident. Et du coup, il y a très peu de financements qui arrivent sur la région, alors que c'est une des crises vraiment majeures, peut-être la crise majeure qu'il y a actuellement dans le monde. Il faut plus d'argent. À Adré, les humanitaires l'affirment et les réfugiés aussi. Depuis des mois, ils dorment dans des abris de fortune à même le sol et les distributions de nourriture sont bien trop rares. L'aide qui nous est donnée n'est pas suffisante. Certaines familles sont composées de 10 à 15 personnes et elles ne reçoivent que 2 sacs de sorghum. C'est trop peu. Personne n'avait anticipé un tel afflux, aussi massif que rapide. Les autorités tchadiennes ont ouvert leurs frontières aux civils, mais craignent aussi de ne pouvoir faire face. La crise humanitaire qui se prévaut à l'est du Tchad, c'est quelque chose qui dépasse même le gouvernement du Tchad. Il faut que la communauté internationale nous aide avec des ressources à travers nos partenaires. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'il faut 1 milliard d'euros pour venir en aide à ceux qui ont fui le Soudan dans les pays voisins. Jusqu'à présent, seuls 20% de cette somme ont été récoltés. Mesdames et messieurs, c'était les points essentiels de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Oubrassar Manana sera avec vous à partir de demain pour de nouvelles éditions. Au revoir et bonne soirée sur Viva.